Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau cours du module numéro 1. Je vous parle depuis le Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Je vous adresse le salut de Bruce et je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance consacrée donc aux humanités classiques africaines, aux humanités fondamentales, séance qui va nous permettre de compléter ce que nous avons introduit la semaine dernière. Alors avant de débuter, je souhaiterais m'assurer que vous me recevez. Est-ce que tout le monde me reçoit? Prière de faire une note à cet effet, que je puisse m'assurer que nous pouvons débuter dans de bonnes conditions. Merci. Entendons bien, Thibaut Marie. Parfait. Merci, Elounou. Excellent. Voilà. Donc, comme je l'ai dit en introduction, nous sommes dans la seconde partie, en fait, du cours que nous avons introduit il y a 2 semaines, qui portait donc sur les signes. Et aujourd'hui, j'ai souhaité compléter ce que nous avons débuté, bien entendu. Mais avant, je voulais vous féliciter pour le travail remarquable que vous avez réalisé concernant le socle de la pensée philosophique négro-africaine qui va prendre la figure d'une divinité. On mettra des guillemets parce qu'en réalité, c'est un concept philosophique qu'on appelle Dieu, en fait, et qui est donc appelé Atum en égyptologie. Bon, c'est une terminologie qui est appelée à évoluer. Mais pour l'instant, on fera comme le professeur Cheikh Anta Diop, on utilisera ces termes par mesure conservatoire, disons, parce que c'est déjà un mot que vous connaissez et vous savez le situer, raison pour laquelle je peux encore l'utiliser, mais bien évidemment, au stade où nous sommes présentement, il n'est plus question réellement d'imaginer que c'est un Dieu, au sens, je veux dire, commun du terme, parce que c'est un terme un peu galvaudé. Nous aborderons la notion de Dieu dans une prochaine leçon, et on aura l'occasion de voir ensemble ce que c'est que Dieu. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un concept, mais qui a une manière d'agir, une façon de... C'est une conquête de l'esprit, disons, entreprise par nos ancêtres il y a fort longtemps. Et il y a des mots pour cela, et les mots ont un sens. Donc, quand on dit Dieu aujourd'hui, ma foi, chacun s'imagine des choses, mais en réalité, c'est un concept qui se rapporte à quelque chose de spécifique. Donc, nous allons le voir, nous allons comprendre d'où vient ce mot, etc. Mais vous allez voir qu'en réalité, la notion de Dieu est une notion philosophique et intellectuelle typiquement africaine. Il n'y a pas de Dieu en dehors de l'Afrique, parce que c'est une conquête de l'esprit qui naît d'un ensemble de traditions qui sont encore opérationnelles aujourd'hui en Afrique. Donc, je voulais vous féliciter pour ce travail. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que j'ai été positivement impressionné de voir l'application chez certains. Disons que, évidemment, les travaux ne sont pas d'égale valeur, mais on peut le comprendre puisque il est question, dans le fond, de partir d'une base et de construire ensemble des choses qui deviendront des lieux communs. Mais en partant déjà, il y en a qui ont certaines facilités, bien sûr, mais le but réellement, c'est que chacun puisse effectivement développer une forme d'aise dans le travail qui est le nôtre et le travail que nous avons entrepris déjà voilà quelques semaines. Donc, il était question, en fait, de nous parler d'une divinité qu'on appelle Atum. On mettra des guillemets, mais je m'exprime de cette façon parce que, je le répète, c'est une façon pour moi de me faire comprendre et de nous expliquer pourquoi Atum utilise le crachat. Dans le texte héliopolitain, comme vous le savez, il a plusieurs modes, disons, j'allais dire d'expression, puisque en s'exprimant, il produit en réalité l'univers tel qu'il existe. Donc, il peut utiliser le crachat, il peut utiliser le sperme, il peut utiliser sa sueur, etc. Mais c'est toujours des liquides, de toute façon. Ça ne peut pas se concevoir autrement. J'espère que vous avez quand même senti cela. En tous les cas, j'ai pu le lire à plusieurs occasions et je comprends que vous avez compris qu'en réalité, Dieu, c'est l'eau et l'eau, c'est Dieu. Ça, vous devez le savoir déjà à la base. Parce que quand on parle de Dieu, on n'imagine pas nécessairement qu'il est l'eau. Non, il est l'eau, au sens objectif du terme. Toutes les divinités, entre guillemets, africaines, les plus importantes, sont des divinités de l'eau, sont des dieux d'eau. On le voit particulièrement au Soudan occidental, avec les Dogons, les Bambara,
où cela est réellement manifeste. Et évidemment aussi en Afrique centrale, mais c'est moins présent puisque moins étudié. Je n'ai pas encore vu, et cela je le déplore, un travail anthropologique ou ethnographique réellement poussé sur la figure, par exemple, d'une Nzambi ou ce genre de choses. Il y a toujours des personnes comme ça qui proposent des choses, mais ce n'est pas structuré, ce n'est pas aussi intelligible que peuvent l'être les travaux, notamment sur les corpus constitués et présentement effectifs au Soudan occidental, ce qui est regrettable. Mais enfin, c'est peut-être un travail que nous avons à réaliser, car évidemment, ce n'est pas différent, mais ça peut paraître curieux, a priori, d'imaginer, par exemple, que quand je dis Nzambi ou Nyambe ou Nzame, enfant, eh bien, que, en fait, je suis en train de parler de l'eau. Ça peut être curieux, parce que ce sont des choses qui sont loin de l'esprit. La plupart des gens qui s'occupent de ces questions, car on dit un peu les choses mécaniquement, mais enfin, si cette divinité qu'on appelle Atum en égyptologie utilise donc des humeurs, des liquides, c'est parce qu'on veut porter une attention spécifique sur l'élément aquatique, qui est en fait ce qu'on appelle Dieu en français. Ok, on aura l'occasion d'y revenir, car l'eau ne se détache pas de la vibration. Et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de faire une note à cet effet il y a quelques jours, parce que j'ai été convié à une assemblée disons de Kémites, car ce sont des Éthiopiens renaissants. Ils étaient rassemblés autour de la question du cheveu, autour de la question du cheveu crépus. Et je leur ai expliqué qu'en fait, le cheveu et l'eau, c'est la même chose. Ils ont été parfaitement surpris. Mais déjà, au niveau du vocabulaire, cela peut s'entendre, mais surtout au niveau de la manifestation. Parce que le cheveu, c'est l'expression de la vibration. Ça, vous devez le savoir. Dès l'instant où vous voyez apparaître des spirales, sachez que c'est la signature divine. Ça, c'est sûr. Quand c'est naturel, c'est sûr que c'est Dieu qui s'exprime de cette façon. Donc, les cheveux sont fondamentaux. C'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont brutalisés dans l'espace culturel des peuples éthiopiens. Bon, hein, parce qu'on est un peu dans une sorte d'aliénation, mais nous en sortons progressivement. Et l'eau, c'est le cheveu. Le cheveu, c'est l'eau. Il participe de la même énergie, du même corpus, de la même empreinte, on peut le dire universelle. On ne peut pas détacher l'eau du cheveu, ce n'est pas possible. Donc, je l'ai expliqué comme ça. Bon, j'espère qu'ils ont compris. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, je voulais vous féliciter pour ça, car c'est une introduction. Je sais qu'on ne part pas tous du même, on n'a pas tous le même bagage a priori, mais vous avez fait l'effort de produire un travail remarquable et j'ai été positivement impressionné. Bon, j'ai tenté de le rendre à chaque fois que j'avais l'occasion de l'indiquer. J'ai tenté de le rendre au niveau de vos copies. Donc voilà, merci beaucoup pour cela. Voilà, alors il était question donc d'évoquer Atum, je l'ai dit. Hein, je vais simplement rappeler 2-3 choses que vous savez déjà, mais enfin c'est pour situer un peu le contexte dans lequel cette divinité se déploie, puisqu'aujourd'hui il existe un mot en français qui relève de cette figure, qui est l'atome, du grec atomos, qui signifie insécable, indivisible. Donc, formé à partir du mot tomos, qui signifie coupure, action de couper. Et c'est la base. Et du grec tomé, coupe, coupure, incision, parce que l'univers fonctionne sur le modèle, disons, de la dualité. Mais je préfère utiliser le terme de gémelléité, car c'est mieux de le dire ainsi, car l'univers fonctionne sur le principe du miroir. C'est le principe même de la division cellulaire, parce que quand je le dis de cette façon, chacun a au moins une idée, comprendre de quoi je suis en train de parler. Et c'est ce qu'on appelle Mahat, vous devez le savoir, le principe de gémellité, c'est-à-dire les jumeaux. C'est l'expression de la divinité dans notre espace de vie qu'on appelle l'univers. Voilà. Et il faut vraiment le comprendre. Au Sénégal, ils ont un proverbe très intéressant où ils disent que le roi est la mère des jumeaux. Ça veut tout dire. C'est ce qu'on appelle Mahat, en fait, parce que la gémellité rend compte du principe de l'harmonie, de l'équilibre, de la justice. Parce que quand on tranche au milieu, comme le fait la cellule, eh bien, c'est l'expression même de la justice. Et c'est ce que Atum, entre guillemets, essaie de rendre ici. Voilà pourquoi son nom est associé à l'action de couper, de trancher, qui, au sein des langues africaines, correspond à l'action de juger. Donc, Dieu est nécessairement juge. C'est comme ça qu'en fait, vous devez saisir le concept Mahat, parce que beaucoup en parlent, hein, je le sais, hein, bon, c'est comme ça, beaucoup en parlent, mais ils ne savent pas ce que c'est. D'accord? On va vous raconter des choses, Mahat, vérité, justice, harmonie, un peu comme si c'était un slogan de campagne. Bon, au-delà de cela, plus personne n'est là pour expliquer fondamentalement à quoi cela renvoie. Mais il faut comprendre que la base, ce sont les jumeaux. Voilà pourquoi
dans la plupart des cosmogonies éthiopiennes, eh bien, le dieu, entre guillemets, disons le dieu artisan, le démiurge, lorsqu'il se manifeste, procède toujours en produisant des jumeaux, parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. D'où l'importance des jumeaux dans les traditions africaines, dans les cultures, les traditions africaines, partout en Éthiopie, hein, c'est le cas. Les jumeaux sont toujours distingués et ils ont plusieurs points communs avec les albinos. C'est une question que nous allons aborder aujourd'hui brièvement parce que ce sont des sujets souvent très, très profonds. Mais je vais tenter de vous expliquer 2-3 choses par rapport à cela. Voilà. Donc, ceci, vous le savez, donc je l'ai rappelé. Alors, nous avons également en mémoire cette graphie qui est le nom d'une ville égyptienne qui est rendue par Pithom hein, dans les textes bibliques, etc. Oui, c'est bon, c'est parfait. Merci. Donc, je disais que cette graphie, c'est une graphie qui se lit, d'accord? C'est le nom d'une ville de delta très importante, qui est appelée Pithom dans les textes récents. Et cette graphie correspond au copte Pethom, ou au grec Patumos, qui traduit littéralement la ville d'Atoum. Bon, il y a plusieurs traductions qui sont proposées par d'autres, notamment les Hébreux, mais enfin, c'est la ville de la justice. Eux, ils lisent Pathom, ils disent Pithom, la ville de la justice, mais c'est parce que c'est tranché. D'accord? L'idée de trancher. Est-ce que tu peux fermer les micros, en fait, Elounou, s'il te plaît? Les micros à chaque fois. Sinon, ça va être compliqué. Bon, je disais donc que cette ville est rendue par le terme Pithom ou Patumos en grec, la ville d'Atoum en fait, puisque son nom apparaît dans la graphie. Et les Hébreux traduisent cette ville par la ville de la justice parce que cette divinité est associée à l'action de couper, de trancher. Hein, c'est le sens de son nom. Voilà pourquoi on comprend qu'en arrière-fond, bien sûr, c'est l'idée de justice qui domine. Bon. Il existe une autre façon d'écrire son nom. Vous l'avez peut-être rencontré si vous avez... on peut essayer de comprendre les différentes manières d'écrire le nom d'Atoum. Il existe plusieurs façons d'écrire son nom, dont celle-ci, qui présente une curiosité, en fait. Okay? Vous avez donc un signe énigmatique, en fait, qui n'est pas énigmatique. Ces deux mains que vous voyez ouvertes et traduisent l'idée de négation en égyptien pharaonique, le fait de dire non, pas du tout, etc. Okay? Et vous devez vraiment comprendre pourquoi on utilise parfois ce signe qui, dans ce contexte, peut être considéré comme le signe directeur pour rendre compte du nom de cette divinité. Parce qu'en Douala, par exemple, qui est une langue du Cameroun, on dit tom. Parfois, on duplique, on dit tom-tom pour dire pas du tout, point du tout, non. Exemple, aussi nongomo tom-tom, ne le prends surtout pas. D'accord? C'est cette négation qui est amenée ici pour traduire toum, atum, etc. OK? En Douala, on a donc tom pour natom qui exprime la complétude. Par exemple, on dit Anonginatom, il a disparu complètement parce que Atum, bien sûr, vous le savez, est réputé complet. Ok? En Douala, tom, non, est issu de to, qui signifie, ou to, qui exprime en fait la négation. Et c'est une structure phonétique, c'est un mot qu'on rencontre dans plusieurs langues africaines, notamment en Bassa, où on dit to pour dire non, ne pas. En Chiluba, c'est le même mot, to ou to. Non, nullement. En Poulard, c'est ta, ne pas. Mbaya, ata, c'est ne pas. En Lingala, bien sûr, c'est te. Exemple, Azali, awate, il n'est pas ici. Et bien sûr, en Bambara, c'est le même mot, c'est te, négation. Ateta, il ne part pas. Nte, non, je refuse. C'est un terme très important. Ce te là, parce que vous l'avez déjà rencontré, même quand on exprime le crachat dans les langues africaines, maté, la racine, c'est te, bien sûr, qui exprime le crachat. Et c'est le nom d'Atoum, en fait. Hein. C'est T, etc. Vous verrez, on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs occasions. C'est un terme qui, dans les langues africaines, exprime le fait de se lever, de se mettre debout. T, hein, le fait de se lever, de se mettre debout. En Bassa, par exemple, T signifie justice, ce qui est droit, juste, tout comme en Douala d'ailleurs. Okay, donc, c'est l'expression de la justice aussi, bien entendu. Voilà pourquoi on va dire maté. Pour dire la salive, mais en fait, on utilise le thème, en Bassa, on dit mataille pour dire la salive, mais on utilise en fait cette formule pour rendre compte de cette idée. C'est à chaque fois la même chose, il faut juste être attentif. Donc, il y a cette variante qui existe. Je voulais que vous en ayez conscience parce que c'est des choses que vous avez rencontrées, vous devez savoir l'expliquer. C'est toujours le même mot, le même nom, mais écrit différemment, tout simplement. Okay?
Bon, Elounou m'a signalé une question. Je préfère qu'on adresse cette question maintenant parce qu'on va poursuivre. Donc, est-ce que tu peux juste me rappeler la question qui a été posée? Comme ça, je pourrais m'adresser directement à la personne qui avait cette préoccupation, s'il te plaît. Oui, c'est une question d'Oscar Vincent qui dit justement qu'il a essayé d'amener le concept de Kaby, ton ambassade, mais justement, il s'attendait à ce que tu fasses référence au niveau de la correction. Okay. Mais sauf que c'était juste par rapport au concept de la division. D'accord. Est-ce que Oscar, tu peux lui donner la parole, s'il te plaît, qui nous explique pour que chacun comprenne? Oscar. Oui, en fait, je peux me mettre en truc un petit moment, s'il vous plaît. Oui. Oscar? Oui, un petit moment. Il y a du bruit derrière moi. J'aimerais d'abord qu'on arrête avant que je ne parle. Donne-moi encore quelques secondes. Ok, c'est bon, merci. Oui, donc en fait, en Bassa, le mot crachat signifie Kaby. Donc, je voulais faire une connexion entre atome, en fait, les os, le crachat, dont j'ai fait la connexion entre Kaby, qui est un mot Bassa, donc crachat. Et il y a un fleuve aussi, je pense, en Afrique de l'Est, qui s'appelle aussi Kaby. Donc j'ai fait la connexion crachat et l'eau, en fait. Donc, c'était l'idée, en utilisant le mot Kaby. Donc, et quand, je pense, quand tu as corrigé, tu n'as pas fait allusion à ça, tu as beaucoup plus fait allusion à la division, Cap, je pense. Et ok, mais je me demandais si l'utilisation en fait le fait d'essayer d'utiliser la connexion entre Kaby, l'eau et le crachat, c'était peut-être pas très juste. En fait, c'était ça la question. Non, je ne dirais pas que c'est pas juste. C'est que en fait, il faudrait voir dans quelle langue ce fleuve est nommé de cette façon. C'est mais dans le fond, ça pose pas de problème puisque de toute façon, les langues africaines sont toutes apparentées génétiquement. Mais enfin, je voulais juste essayer de circonscrire en fait l'exercice. C'est pertinent dans l'absolu puisque le crachat se rapporte à l'élément aquatique. Et peut-être que par ce fait, le fleuve est nommé de cette façon pour ces motifs, mais j'ai surtout attiré ton attention sur le mot Kaby, en bassin, qui se rapporte au verbe kap, qui signifie partager, couper, diviser. Et kaba, dans les langues africaines, notamment les langues de la cuvette congolaise, on utilise ce terme pour exprimer le fait de diviser, de partager, l'idée de faire un don. C'est un mot très important, on aura l'occasion d'y revenir, mais enfin, je voulais juste t'expliquer pourquoi en bassin, on utilise ce mot Kaby pour dire le crachat. C'est l'expression du partage, de la division, de la distribution. C'est toujours la même chose. Parce qu'à la base, le héros culturel est toujours démembré. D'ailleurs, et pour appuyer cet argument, dans le même espace culturel, notamment pour parler langue bassa, qui a comme voisin les Wondo, le Fang, etc. Kaba ou Kabat, c'est le nom de la chair du mouton. Parce que c'est l'animal qui est sacrifié pour ces motifs-là. C'est-à-dire, il n'y a jamais de hasard. Les mots ne sont jamais hasardeux. Ça, enfin, je pense que vous l'avez déjà compris, mais j'insisterai encore davantage parce que parfois on dit que, et c'est un fait, que l'Afrique est orpheline un peu de ses corpus, c'est parce que nous ne faisons pas attention aux mots que nous prononçons. Nous croyons que les langues sont nées de notre intelligence. Non. La langue, c'est un don divin. La langue, je répète, c'est un don divin. C'est-à-dire que ça reste un mystère. On ne sait pas pourquoi les hommes primitifs ont décidé d'appeler l'eau, par exemple en bassa, Malep. Pourquoi? Pourquoi en lingala, Maï, c'est l'eau? Pourquoi? C'est quand même curieux. Il faut quand même se poser la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi on a décidé d'appeler ceci de cette façon? Donc, et ça reste un mystère parce que cette appellation est juste. La raison qu'on sait que c'est juste, c'est que dans les rituels, elle réagit quand on l'appelle. C'est-à-dire que quand vous faites un rituel dans les langues africaines et que vous prononcez des incantations, la chose réagit parce que c'est son nom en fait. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une façon de comprendre l'aspect, le caractère divin de la parole. Parce que la parole, nous n'en avons pas nécessairement conscience parce qu'elle est un peu dévolue aujourd'hui. Tu as quand même dit un peu tout n'importe quoi. Mais la parole est divine. C'est la parole qui crée le monde. C'est la parole qui crée l'univers. Parce que tous les démiurges des civilisations éthiopiennes sont des dieux qui parlent. Et ils créent par la parole. Parce que la parole, c'est quelque chose de fondamental puisque c'est la vibration. Donc, en fait,
bon, je vais me limiter là, simplement pour dire que l'argument en fait que je souhaitais moi mettre en avant, c'était en relation avec l'action d'Atoum qui va cracher, mais il crache. Ce crachat exprime aussi la division, d'accord? Parce que c'est de cela en réalité qu'il s'agit, pour ce qui concerne le mot Kaby que les Bassais utilisent pour dire le crachat, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais simplement préciser parce que le mot est différent, mais rentre quand même, du point de vue de la philosophie, tout au moins des conceptions, des corpus philosophiques, dans le même cadre. Et ça il renvoie à la même idée, en fait. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ou c'est clair? Pour moi, c'est bon. Merci. OK. Donc, naturellement, ce mot, Tom Ambassa, a des correspondants. Et j'aime toujours faire ce va-et-vient incessant entre le domaine soudanais et le domaine bantou, parce qu'on nous a souvent raconté que la culture soudanaise était distincte de la culture des peuples dits bantous, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il faut simplement être attentif aux mots, vous verrez qu'on dit exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle, avec Cheikh Anta Diop, nous pensons que l'unité culturelle n'est même plus à démontrer de ce point de vue-là. Parce qu'en Bambara, par exemple, on dit Tomi pour dire le point. Sachez que c'est le nom d'Atoum. Le point, parce que le point, c'est l'expression géométrique de l'unité, de la complétude. D'accord? Le point, je le répète, c'est l'expression géométrique de l'unité, de la complétude. Voilà pourquoi Atoum assume le thème du point. On dit Tomi Tomi pour dire être tacheté, avoir des points, petits points, être pointillé, scintillé. Et bien sûr, Atomos est du même ordre, insécable. Ce qui est insécable, indivisible, le point est indivisible. On ne peut pas diviser un point. Parce que si vous divisez le point, vous obtiendrez encore des points. Jusqu'au point où vous ne pourrez plus diviser ce fameux point. Voilà pourquoi on dit qu'il est insécable. Parce qu'en Bambara, je le répète, Tomi, c'est le point. Et cela, naturellement, se rapporte aussi à l'élément tacheté. C'est une raison pour laquelle, en Afrique, les jumeaux et les albinos ont la même charge rituelique. Okay? Et ils sont traités de la même façon. Parfois ostracisés, parfois divinisés, en fonction des traditions. Parce que les tâches sont fondamentales en Afrique. Les personnes qui portent des tâches ont nécessairement une relation privilégiée avec la divinité, avec le héros culturel. C'est une des raisons pour lesquelles les grands initiés en Afrique portent toujours des animaux, enfin des nébrides, c'est-à-dire les peaux des animaux tachetés. Ça peut être, bien sûr, le léopard, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Il y a les civettes, enfin, il y en a un certain nombre. D'accord? Mais cela, c'est un domaine qui appartient à Osiris, hein, vous devez le savoir, parce qu'Osiris, bien sûr, c'est le héros culturel, c'est lui qui mobilise en fait tous ces éléments. Mais vous devez comprendre pourquoi. En Afrique, il y a, je veux dire, un intérêt singulier qu'on accorde à l'albinisme. Bon, c'est pas nécessaire de m'étendre là-dessus parce que c'est des choses relativement complexes et parfois difficiles à aborder, ce sont des sujets complexes, mais souvent vous devez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que l'albinos, c'est la figure du héros culturel. En Bassa, par exemple, l'ancêtre éponyme du peuple Bassa s'appelle Nanga, mais c'est un mot qui, dans les peuples voisins, notamment en Ewondo, désigne l'albinos. Nang, c'est l'albinos. En Douala, Nanga, c'est ce qui est blanc, être blanc, la blancheur. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que notre ancêtre était blanc. Vous devez simplement comprendre que c'est lié au sacrifice du héros culturel. Voilà pourquoi en Afrique, il y a des préjugés qui persistent et des sacrifices qui persistent dans ce domaine-là. C'est-à-dire, d'ailleurs, chez les Bassa, j'ai encore eu cette conversation aujourd'hui parce que je suis au Cameroun, donc naturellement, je rencontre des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et je m'ai encore expliqué qu'effectivement, chez les Bassa, les nouveaux-nés albinos étaient systématiquement sacrifiés. C'est pour ça qu'il y a très peu d'albinos. Bon, aujourd'hui, on en voit un peu plus parce que, évidemment, les choses ont évolué. Mais le préjugé reste parce que la langue qu'on parle dit ça. Dit que l'albinos, c'est le héros culturel. Il a la charge du jumeau. Et pas seulement chez les Bassa, au Cameroun, au nord du Cameroun, chez les Peuls, par exemple, les albinos ne survivent pas. Ils ne prospèrent pas. Chez les Bambara, c'est alors que c'est encore plus clair. C'est-à-dire que ce n'est pas un mystère. Il suffit simplement d'ouvrir n'importe quel ouvrage d'ethnographie, même écrit par Germaine Dutherline, par exemple, qui a écrit un essai sur la religion des Bambara, pour comprendre qu'effectivement, l'albinos y trouve une place singulière lorsqu'on aborde la question du sacrifice, par exemple. Bon, mais ce sont des domaines délicats, pour des motifs que, ma foi, il faut savoir de quoi on parle et pourquoi on le dit. Moi, je suis en train de vous informer sur des choses, parce que vous devez comprendre, mais il n'est pas question
d'encourager quoi que ce soit dans ce domaine-là. On est bien d'accord que moi, par exemple, j'aime à le rappeler que j'ai des albinos dans ma famille, j'ai des amis qui sont des albinos. Donc, il n'est pas question pour moi d'imaginer que, voilà. Mais vous devez savoir que les interdits sont les privilèges des initiés. C'est-à-dire que quand on interdit quelque chose dans une société, c'est parce que les initiés s'arrogent le bénéfice de savoir et pouvoir le faire. La loi, en réalité, est généralement pour le profane. Parce que ce qui est interdit dans les sociétés africaines, c'est ce qui est réservé aux initiés. Vous devez le savoir. Et ceci est vrai partout. Hein? Bon, je l'ai dit de cette façon parce que vous devez quand même savoir ce que c'est que la loi. Qu'est-ce qu'on appelle la loi? C'est quoi les interdits dans les sociétés traditionnelles africaines? Comment ça fonctionne? Mais dans l'absolu, je dois quand même vous dire que l'univers ne gère pas, je préfère utiliser cette formule parce que c'est une formule peut-être que vous allez comprendre, ne gère pas les états d'âme des êtres humains. Parce qu'il y a une façon de s'exprimer, une façon de pénétrer les mystères, une façon de communiquer avec le divin. OK? Donc, il y a des entités dans ce monde dans lequel nous vivons qui fonctionnent d'après un certain mode, qui n'est pas toujours nécessairement moral. C'est-à-dire que la morale, parfois, c'est compliqué de défendre. Voilà pourquoi il y a des interdits qui apparaissent. Mais les initiés savent très bien ça. C'est-à-dire qu'ils savent très bien tout ce que je suis en train de vous dire là, d'accord? Bon, c'est le profane qui ne le sait pas. Parce qu'il ne sait pas pourquoi, par exemple, en Tanzanie, les albinos sont persécutés dans le registre de ce qu'on appelle vulgairement la sorcellerie. Bon, hein, parce que c'est un mot facile qui arrange d'ailleurs les promoteurs du christianisme, ce genre de choses. Mais la vérité, c'est que c'est parce que les gens ne comprennent pas. L'image du héros culturel, c'est-à-dire chez les Bassa, c'est clair, il s'appelle Nanga. Nanga signifie, bon, chez les Bassa, Nang veut dire celui qui fait le pont, c'est-à-dire le pontife, celui qui fait le pont, c'est-à-dire qui permet de lier le monde invisible et le monde visible. Ok, c'est le nom que les Bassa donnent à leur héros éponyme. C'est le héros éponyme, c'est-à-dire l'ancêtre de la plupart des peuples du Sud Cameroun. Parce que chez les Ewondo, ils portent le même nom, il s'appelle Nanga, mais on dit que c'est un albinos. Et dans le discours général, on dit que non, oui, c'était un albinos, etc. On imagine une histoire un peu. Non, c'est parce que le héros culturel, Kesse, d'ailleurs en Wolof, Kesse signifie se blanchir la peau. C'est-à-dire, au Cameroun, on dit faire le njansang, c'est-à-dire ceux qui font, qui enlèvent la mélanine avec des produits éclaircissants. En Wolof, ça se dit Kesse. Mais c'est Kesse, c'est le nom de la momie, c'est le nom du Christ. Hein. Quand on dit le Christ, c'est Kesse, c'est Osiris. Mais en Wolof, Kesse veut dire se blanchir, devenir clair de teint. Kessal, ça veut dire devenir clair de teint en Wolof. OK? Donc, c'est clair que c'est une figure revendiquée par Osiris. Donc, quand vous voyez un Christ, par exemple, qui est représenté blanc, ce n'est pas une forfaiture. Les gens sont dans l'apparence. Les gens sont dans une description superficielle. Ils veulent que Jésus ait été noir pour rester chrétien, pour s'arranger avec un discours. Bon, voilà. Mais ça, on s'en fout de ça. La réalité, c'est que l'univers ne gère pas nos états d'âme, ne gère pas nos problèmes de peau. C'est-à-dire que le racisme, là, c'est une construction de l'esprit, une construction philosophique. Mais il faut savoir que c'est cohérent d'une certaine manière. Quand on représente le Christ dans le christianisme blanc, ce n'est pas faux. Ceux qui pensent que non, c'est parce que, comment on peut dire qu'il est blanc aux yeux bleus? Bon, ils ne comprennent pas tout à fait. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. On ne peut pas nier l'efficacité de cette divinité qu'on appelle Jésus dans le christianisme. Mais vous devez savoir que c'est un avatar d'Osiris. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas pourquoi le christianisme a prospéré sur terre. Parce qu'on ne peut rien faire sans Osiris. On ne peut absolument rien faire. Ce n'est pas parce que vous voyez Osiris représenté avec représenté noir ou vert, c'est-à-dire l'expression du carbone, qui n'assume pas ça. C'est-à-dire qu'il faut connaître les mots. Quand on dit Kesse en copte, c'est la momie. Mais Kesse en Wolof, ça veut dire être clair de teint. Kessal, devenir clair de teint, c'est-à-dire se décaper la peau, ce genre de choses. OK? Donc, vous devez être attentif à cela. Et voilà pourquoi l'image de l'albinos arrive donc dans les cosmogonies exclusivement africaine, typiquement africaine, comme chez les Bassa, par exemple. Ça, c'est clair. Donc, il faut le savoir. Je donne cet exemple, mais il est vrai. Chez les Bambara, c'est la même chose, hein, d'accord? Pharaon, chez les Bambara, parfois, est représenté soit comme un homme clair de teint ou même blanc, parfois une femme blanche. OK? Il faut le savoir. Donc, mais dans le contexte qui est le nôtre, où on a des démangeaisons dès lors qu'on commence à parler de la race, les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Parce que on pense que la couleur de peau est quelque chose de bon. Enfin bref.
Enfin, je voulais quand même vous expliquer ça parce que les mots ne mentent pas. C'est nous qui sommes un peu ignorants. Mais quand on parle, on ne se trompe pas. Donc, en copte, on dit qu'est-ce, c'est la partie dure, c'est le pépin, les ossements. OK? Qu'est-ce, bien sûr, c'est la momie, c'est le linceul, c'est l'abombement. En bambara, qui c'est le grain. En bachilé, au Congo, qu'est-ce, c'est l'albinos. En Wolof, je l'ai dit, res, c'est avoir le teint clair. En Bukuzu, en Tanzanie, qu'est-ce, c'est le bélier. Hein? C'est l'animal qui est sacrifié, bien sûr. En Afar, on dit qui c'est, qu'on traduit dans le texte par Jésus. Donc, vous comprenez l'idée, mais vous savez que c'est Osiris. En Tezu, au Nigeria, c'est Yessé. Hein, c'est le nom des jumeaux, mais c'est le nom d'Osiris. Les jumeaux, c'est Osiris. Bien sûr, c'est son nom. His, c'est le nom d'Osiris. Chez les Bassa, qui veut dire être complet, parce que l'expression de la complétude, c'est l'expression de la divinité. Et il faut savoir que l'albinos, c'est l'avatar des jumeaux, c'est le représentant des jumeaux, avec quelques nuances. Hein, je n'irai pas dans le détail, hein, parce que ce n'est pas nécessaire, mais on peut utiliser comme ancêtre éponyme les jumeaux. Voilà pourquoi vous avez l'histoire de Romulus et Rémulus. Notamment, les Romains ont choisi ce modèle. Mais les peuples africains utilisent parfois l'image de l'albinos. Mais sachez que c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose parce que les mots sont les mêmes. Quand je dis « kese » pour dire… D'ailleurs, en Kimbundu, en Angola, on dit « hasa » pour dire l'albinos. Et dans d'autres langues africaines, notamment en Tanzanie, « hasa » c'est les jumeaux. C'est le même mot. Et la racine, bien sûr, c'est toujours « hes » qui est la racine utile pour lire le nom d'Osiris avec les hiéroglyphes. Donc, je voulais quand même que ce soit clair, parce que bon, ce sont des éléments qu'il faut avoir en perspective lorsque vous traitez de ces questions. Et savoir que c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller s'amuser dans ces endroits-là, parce que vous pouvez faire des choses qui vont vous revenir de manière très, très grave, parce que ce sont des énergies extrêmement dangereuses. C'est l'expression même de ce qu'on appelle le nyama, c'est-à-dire l'énergie impersonnelle qui ne gère pas vos états d'âme. C'est ce qu'on appelle Dieu, parce que Dieu ne choisit pas son camp. C'est celui qui sait le manipuler, qui en fait son allié. Mais à ce jeu-là, c'est toujours que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Donc, vous devez savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans ce qu'on appelle la spiritualité. Hein? Et je répète, il y a plusieurs niveaux. D'accord? Donc, et c'est pour ça qu'il faut être initié pour pouvoir faire certaines choses. Parce que, généralement, quand on vous donne accès à certaines choses, on vous donne aussi des interdits. Et ces interdits-là sont contraignants. Vous ne pouvez pas être efficace dans certains domaines et continuer de faire les choses comme si il n'y avait rien. Ça ne va pas marcher. Donc, ça va toujours avec des interdits et ils sont contraignants. D'accord? Et généralement, ils se rapportent voilà, à l'expression matérielle de la gémellité, c'est-à-dire les rapports sexuels, ce genre de choses, hein, voilà. Vous devez quand même le savoir. Parce que l'expression matérielle de la gémellité, c'est le couple. Parce que quand on est en couple, on est des jumeaux. Parce qu'on recrée la divinité. Okay? Voilà pourquoi, par exemple, l'institution du mariage est fondamentale dans les sociétés éthiopiennes. Voilà. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir parce que, ma foi, je ne veux pas trop m'étendre sur ces questions aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire, mais je voulais quand même en dire deux mots. OK? Donc, bien sûr, le nom d'Osiris, hein, c'est aussi ré en copte, avec des expressions en tout qui ont dit Osara, c'est fendre. Vous voyez, c'est toujours le même schéma. Hein. On va dire atome, on va dire tomos, ça veut dire fendre, couper, c'est toujours le même schéma parce que c'est le sacrifice. Sachez que quand on dit fendre, couper, on parle ici du sacrifice, c'est toujours la même chose. Parce que ce n'est pas fendre du bois, non, c'est couper quelque chose de vivant pour que le sang coule. OK? Donc, le kipare, c'est zara, fendre. En arabe, ils vont dire zara, yazra ou nazra pour dire semer. C'est pour ça qu'on dit Jésus de Nazareth. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de hasard. Okay? Même dans les titres qu'ils ont donnés à ce personnage mythique, ce sont des titres qui sont revendiqués dès l'origine par les mots africains qui se rapportent à cette divinité que d'autres appellent Osiris. Parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans Osiris. Osiris, c'est Dieu. C'est le dieu d'eau. Osiris, c'est un dieu d'eau. C'est l'eau. D'accord? Mais bon, il y a des nuances. Vous devez savoir comment la chose se manifeste. Bon. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de spiritualité possible sans cette figure tutélaire qu'on appelle Osiris en égyptologie. Et qui existe de tout temps. Son énergie, c'est l'énergie même de l'univers. C'est avec lui qu'on fonctionne. Sinon, ça ne marcherait pas. OK? Bon. En Swahili, on dit Zerou, dans le même ordre d'idées. Bien sûr, c'est l'albinos. En Hausa, c'est Azara, être coupé. En Bisa, on dit Nasara, pour dire européen en français. Hein, c'est ça qui est Nazareth. Parfois, on dit Nazara pour dire chrétien en Afrique. Parfois, ils utilisent ce mot traduit dans le texte par chrétien. Bon, non, c'est pas chrétien. Non, c'est pas ça. C'est pour désigner la personne qui est claire de teint.
D'accord? En Kanuri, Nasara, c'est l'européen, c'est le blanc. En Massar, c'est Nassar, homme blanc, etc. En arabe, Nassara est traduit par chrétien. C'est parce qu'il y a la figure de Jésus là, qui intervient et qui oriente cette traduction. Mais dans le fond, c'est le nom d'Osiris. Vous devez le savoir, les structures phonétiques que vous avez ici, là, Nizara, être disséminé, c'est être éparpillé, c'est le thème d'Osiris. OK? C'est Osiris. D'accord? Bon. En espérant que c'est clair. Donc, pour revenir donc à Atum, vous avez donc vu que la structure utile, en fait, c'est T ou To qui va se décliner. Hein. On peut dire To, Tom, etc. Bon, on rajoute le M qui devient M euphonique. Mais quand la racine, c'est T ou To, on peut dire T ou Tem. OK? C'est le même mot. En Yemba, au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, on dit Ate ou T pour dire le cœur, la conscience, l'intérieur, le dédain. OK? Ça, c'est Atum. C'est toujours lui. D'accord? Voilà pourquoi vous avez ici une nuance. Parfois, son nom s'écrit. Vous avez en haut, à droite, une graphie. C'est le nom d'Atum. Mais ça ne peut pas se lire Atum parce que vous n'avez pas la structure phonétique qui le permet. Cette graphie qui désigne cette divinité qu'on appelle Atum ne se lit pas, ne peut pas se lire Atum parce que vous n'avez pas le rendu pour le M qui est représenté par le hibou en général. D'accord? Cette variante-ci, à droite, en haut, à droite, se lit Ate ou Ete ou Ite. D'accord? Et c'est bien ce que dit le Yemba, Ate, pour dire cœur, conscience, intérieur, dedans. Parce que, bien sûr, c'est l'expression du cœur, le cœur qui est, vous le savez, le siège de la pensée, okay? L'organe qui vibre. En Bambara, on dit Nte pour dire non, je refuse. Pourquoi non, je refuse? Parce que l'expression de la négation, c'est l'affirmation de soi. Refuser, c'est s'affirmer. C'est parce que Atum a refusé qu'il est sorti du Noun. Vous devez le savoir. Il a refusé l'état latent dans lequel il était. C'est pour cette raison que tout mouvement d'indépendance, d'émancipation part d'une opposition, d'un refus. Parce que refuser, c'est s'affirmer. Dire non, c'est s'affirmer. Et c'est comme ça qu'on existe. Parce que la condition pour exister suppose de s'affirmer. Et pour s'affirmer, il faut dire non. Parce que dire oui suppose la continuité de ce qui existait avant. Je ne sais pas si vous allez saisir ce que je suis en train de dire. Parce que bon, peut-être que il y a des nuances. Mais je pense que c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous dites oui, vous vous inscrivez dans la continuité de ce qui existait avant et dans la volonté d'un tiers, d'une tierce personne. Parce que oui, c'est accepter une tutelle. Par exemple, imaginez, quels que soient les rapports que vous avez, imaginez vous-même, c'est-à-dire si vous avez des partenaires de vie, des amis, ce genre de choses, quand vous faites une proposition, vous êtes en train de discuter, vous dites, est-ce que ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller au cinéma? Est-ce qu'on va aller... Quand vous dites oui à une idée, vous entrez dans la tutelle d'un tiers, okay, qui devient le leader et qui vous guide vers l'endroit où vous avez décidé d'aller. Ce n'est pas votre volonté à vous. Vous êtes comme un mouton à ce moment-là. Même si, de temps en temps, il faut savoir dire oui. Il faut savoir, d'accord, il n'est pas question de dire non tout le temps. Mais vous devez comprendre le principe. C'est un principe philosophique. Le principe philosophique derrière ça, ce que nos ancêtres sont en train de nous dire ici, quand ils disent que le nom d'Atum veut dire non, c'est que quand vous vous affirmez, vous émergez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Merci de me rassurer quand même, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Ce que je dis. Oui, Dibamba, il y a une question de Kulumbimbi qui demande, est-ce que Atum a un lien avec Patmos, l'île où Jean a eu la révélation de l'Apocalypse? Oh, mon frère, moi je ne suis pas dans cette littérature. Je ne sais même pas qui est Jean. C'est certainement des personnages de la Bible, mais il n'a pas existé. Je ne peux pas commencer à me casser la tête sur quelqu'un qui n'a pas existé. Mais enfin, non, je ne crois pas, mon cher ami. Je vais dire ça simplement. Je ne crois pas. Il faut savoir vraiment vous émanciper de ce genre de choses. Je sais que parfois on veut, souvent essayer de comprendre ce qu'on croit savoir déjà, mais ce corpus que je suis en train de décliner ici, tenez-le comme nouveau. Dites-vous que vous êtes né hier et qu'aujourd'hui vous commencez à apprendre des choses. Parce que si vous faites à chaque fois l'exercice d'essayer de nouer ce que je dis avec ce que vous avez déjà à l'esprit, ça va créer des problèmes. Vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Vous n'allez pas comprendre ce que je dis, vous allez comprendre en superficie, en fait. Ce que je dis est clair. Bon, Jean, c'est un personnage de la Bible, ce n'est pas, enfin, en tout cas de la chrétienté, mais il n'a pas existé au sens littéral du terme, d'accord? Ce sont des apôtres, bon, des trucs comme ça, ben, c'est un peu comme si on vous disait que Thoth a existé. Non, au russe, non, c'est pas ça. Non, enfin, il faut
apporter des nuances, d'accord? Et j'avoue également que j'ai un très faible intérêt pour la littérature chrétienne depuis que, bon, je m'inquiète un peu plus des corpus éthiopiens qui me paraissent beaucoup plus nourrissants, hein, beaucoup plus authentiques, parce que la chrétienté a le bénéfice d'être l'affaire des peuples européens, parce que leur héros culturel, c'est ce Jésus qu'ils ont porté un peu partout lorsqu'ils étaient donc dans l'initiative historique. Donc, c'est leur héros culturel. Ils rentrent dans l'histoire avec la figure de Jésus. Mais Jésus n'appartient pas au monde négro-africain. Non, non, non. C'est une copie d'Osiris, en fait. Il faut le savoir. Nous ne sommes pas dans ce temps-là. Notre temps ne commence pas là, à ce moment-là. Donc, il faut faire l'effort de cette antériorité, car nous devons, dans notre discours, dans notre récit historique, inclure nos ancêtres. Et nos ancêtres n'ont pas commencé avec la colonisation et toutes ces brutalités-là, non. Nos ancêtres ont commencé en 4237 ou 236, dépendamment des comptes qu'on fait, c'est-à-dire au moment où le calendrier égyptien a commencé à compter, c'est-à-dire au moment où Osiris a été sacrifié pour que nous puissions exister, pour avoir un discours que vous compreniez, parce que ça, le lever iliaque enregistré par nos ancêtres pour instituer le calendrier suppose le sacrifice d'un ancêtre, c'est-à-dire un héros culturel, qui, en l'occurrence, bien sûr, est Osiris, comme on dira aujourd'hui, avant ou après Jésus, quand on est chrétien, parce qu'on comprend que le sacrifice de Jésus arrive à ce moment, donc l'histoire, le calendrier commence pour les Européens. Ce qui est bien, moi je dis toujours une chose, dans mon langage, il ne s'agit pas de critiquer bêtement, parce que je comprends le bénéfice de la chrétienté pour l'Europe. L'Europe a participé à civiliser les Européens, parce que ça a permis d'avoir une littérature, ça a permis d'avoir des universités, ça a permis d'avoir des temples, ce genre de choses, donc d'avoir une culture, en quelque sorte, même si, évidemment, elle procède des peuples africains, mais en tant qu'Éthiopien, j'ai quand même l'avantage de mettre en avant ce que mes ancêtres ont fait. Et je ne peux pas me préoccuper trop des histoires de gens et tout ça, parce que je ne vois pas où ça me mène, en fait. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Il a de bénéfices pour cela. Il n'a qu'à continuer s'il trouve son compte. Moi, je préfère parler de nos humanités classiques à nous, parce que, voilà, ça participe aussi à l'intelligence, en fait, et à cette communauté humaine que nous essayons de bâtir sur Terre, en fait. Il faut toujours avoir quelque chose à proposer lorsque vous asseyez à une table et ne pas répéter l'histoire des autres, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de vous. Voilà. Donc, si vous comprenez ce que j'ai dit, et je pense que oui, puisque j'ai vu quelques notes, eh bien, les choses sont claires. Atum est associé à la négation parce que refuser, dire non, c'est s'affirmer. Et c'est à partir de là qu'il y a rupture, qu'il y a changement d'état. D'accord? Donc, il faut prendre conscience. Voilà pourquoi l'indépendance, l'émancipation, la liberté, c'est une conquête qui naît précisément de ces conditions-là. D'accord? Pour devenir artisan de son propre destin, il faut dire non. C'est ce que nos ancêtres sont en train de nous dire. Philosophiquement, c'est ça. Et c'est vrai dans la vraie vie. Ce n'est pas juste des idées comme ça, suspendues en l'air. C'est-à-dire que si vous voulez vous affirmer, vous devez savoir dire non. D'accord? Ça, c'est clair. Et c'est ce que fait le démiurge pour justement... j'allais dire, organiser cet univers. Sinon, l'univers n'existerait pas. Sinon, il serait toujours en gestation dans le noun, entre guillemets. Mais c'est parce qu'il a dit non qu'il a surgi. Il a dit non, moi, ça suffit maintenant. Je veux naître. Il est né. D'accord? Et puis voilà, nous existons grâce à cette affirmation. Et c'est un modèle pour nous, donc nous devons faire la même chose. Voilà. C'est l'enseignement, en fait, qu'il faut en tirer. Donc, en boulou, on va dire thème. Pour dire le milieu, le centre, c'est toujours la même chose. C'est le principe de l'atome qui est toujours conçu comme quelque chose qui est au milieu, au centre. À malinqué, on dit T. C'est le mot depuis tout à l'heure, hein, le milieu du corps, le centre, en beau, on dit até, c'est dans, dedans, l'intérieur. En elum, ati, été, itete, hein, on peut dupliquer les phonèmes si on veut. Bon, c'est toujours la même chose. Pour dire ce qu'il y a à l'intérieur, etc., etc. C'est une manière de nommer cette divinité qu'on appelle Atum. C'est son nom. OK? Bon. Donc, bien sûr, je présente donc maintenant l'expression de la salive que vous connaissez. En Gévové, au Gabon, on dit até, c'est la salive, mais c'est son nom. En Koyo, on dit ité, c'est la salive. En Yombe, ati, c'est la salive. En Bassa, toi, c'est goutte à goutte, hein, ce qui tombe goutte à goutte, les gouttes. En Boshi, c'est até, c'est la salive. En Pende, on va donc dire maté. La racine, c'est té, bien sûr. Mais maté, qui est donc dans l'expression de mat, ce qu'on appelle mat, si vous voulez. En Kimbi, on va dire ti, c'est la salive. Chez les Dogons, toi, c'est cracher. Et en Wolof, on dit até, bien sûr, c'est juger. Sous-entendu, trancher. D'accord? Et c'est ce mot qui rend compte du terme, quand les égyptologues disent le cœur ati, d'accord, qui est jugé au niveau du tribunal d'Osiris.
Ils lisent cette graphie ATI, mais c'est ça, c'est ATT, ce qui est au centre, ce qui est au milieu, ce qui est… Bref, c'est dans l'idée de cœur. Mais le cœur est conçu comme quelque chose qui est au centre, au milieu. Hein, c'est toujours la même idée. Bon, et ces mots que je suis en train de prononcer là sont des solutions pour cette graphie qui rend compte du nom du cœur en égyptien pharaonique. Mais bien sûr, c'est Atum. Atum, c'est le cœur, c'est Tema. Hein, Motema, c'est le cœur. En Lingala, par exemple, et Atum, c'est bien sûr, c'est le cœur. Évidemment, parce que le cœur, c'est le siège de la pensée créatrice. Voilà. Donc, en copte, pour dire cracher, on dit patché. Cracher, salive en copte. Ça, vous l'avez vu, je l'ai lu à plusieurs occasions dans vos copies. En copte, on dit paché pour également dire morceau planche. Parce que le morceau, c'est la part. Mais le crachat exprime la multitude, le démembrement. Le crachat est assimilé à l'explosion des origines. Quand on dit que Atum a craché, sachez que dans ce crachat, on met l'idée d'explosion. Donc, quelque chose qui va dans tous les sens, donc qui crée des particules. Hein, c'est ça qu'on appelle le démembrement. Et en copte, patché, morceau, vient de potos, qui signifie vendre, fendre, partager, être fendu. On dit paché, séparer, diviser, casser, fendre. Pati, endurer, souffrir. Les Grecs vont en faire pathos, pour dire la passion, l'affect, hein, la souffrance. Okay? Quand on dit par exemple pathologie en français, ça vient du mot grec pathos, qui exprime la passion. En Douma, langue africaine, on dira ipasa pour dire fendre, diviser, c'est du même registre. En Pongwe, baza pour dire dépecer, bozo pc pour dire fendre, ouvrir. En Zébi au Gabon, passa, c'est la division. En Bassa, on dit pes pour dire la part, la région, la moitié, le compartiment. On dit par exemple pes ici pour dire le continent, pes mbok pour dire le quartier, la région, pes long pour dire la province. Le mot pes explique l'espagnol país, l'italien PC, le français pays. Hein? Et même le dioula, quand en dioula on dit faso pour dire le pays. C'est toujours du même registre, c'est le même mot qui mute parce que c'est le corps d'Osiris. Vous devez savoir que les peuples africains, notamment la langue bassa, organisent l'administration à partir précisément du paradigme égyptien. C'est-à-dire, on vous dit que les provinces sont les morceaux du corps d'Osiris qui, rassemblés, forment le pays et la nation. C'est de là que naît même l'expression de la passion. Voilà pourquoi Osiris incarne tout ça. Et quand je dis Osiris, bien sûr, c'est une convention, mettrons des guillemets, c'est le héros culturel, en fait. C'est toujours l'image du héros culturel qui est réactualisée de plusieurs façons. Voilà. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup au christianisme, parce que le christianisme est inspiré de cela. Et évidemment, il ne pouvait pas inventer. Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a là quelque chose d'inédit. On en fait tout du cinéma, je veux dire, en Afrique, vraiment aujourd'hui, avec les pasteurs, toutes ces histoires. C'est l'ignorance, en fait. Et il faut pouvoir s'en émanciper. Moi, j'insiste sur ces éléments parce que il ne s'agit pas de discuter pour discuter. Si vous asseyez pour discuter, il faut pouvoir avoir des arguments clairs, expliquer les choses clairement. Ce que je dis là, personne ne peut le contester, personne. Mais le problème, c'est que je suis encore, disons, seul à le dire. Donc, c'est ceux qui prennent le temps d'écouter ce que je dis, qui en prennent connaissance. Mais la masse des Africains et des Afro-descendants, partout où ils se trouvent dans le monde, ben non, ils ne sont pas informés de cela. Parce qu'ils imaginent que Jésus a existé, Jésus c'est le Fils de Dieu, toutes ces choses. Non, c'est le héros culturel. Le héros culturel est automatiquement fils de Dieu, automatiquement. La question ne se pose même pas, il n'y a même pas de débat à ce niveau-là. Parce que ça ne peut pas être autrement. Parce qu'il est dans la figure du sauveur, du rédempteur. Mais c'est des choses que je vais vous expliquer mieux sans doute dans le module 2 parce qu'on aborde plus dans le détail ces éléments dans le module 2. Parce qu'il y a d'autres éléments qui doivent rentrer en ligne de compte, évidemment, pour mieux comprendre. Mais je voulais quand même insister sur ces éléments-ci pour que vous ayez le lexique, vous sachiez que les choses ont déjà été dites bien avant que n'apparaisse ce qui aujourd'hui paraît établi et construit et puis essentiel. Bon, voilà. Il faut quand même apporter des nuances parce que la vérité doit être connue. Bon, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à un mythe. Et ce que je vais dire maintenant est dans la suite de ce que je viens de dire avant. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'expression du crachat, le crachat d'Atum, qui est comparable à l'explosion des origines qu'on appelle le Big Bang lorsqu'on fait de la science, d'accord, aujourd'hui. C'est exactement la même chose, hein, c'est la même idée, en fait. Bon. Ce mythe, je vais le rappeler, c'est un mythe Minyanka, c'est-à-dire Sénoufo, parce que les Minyankas sont les Sénoufos du Mali.
Mais les Sénoufos, le terme Sénoufo est beaucoup plus présent quand on est en Côte d'Ivoire, on les appelle les Sénoufos. Mais au Mali, ils portent le nom de Minyanka, mais c'est le même peuple, évidemment. Donc, le mythe dit ceci, c'est l'origine des signes dans la culture des Minyanka, les Sénoufos, qui sont des Soudanais, d'accord? Ce qui est vrai pour les Sénoufos est vrai pour l'Afrique dans sa globalité, partout. C'est la même chose, c'est le même schéma. Mais on a l'avantage d'avoir ce mythe qui est clair et qui permet de jeter justement une lumière singulière sur des éléments qui vont permettre de comprendre, en fait, pourquoi, quelle est la relation entre cette divinité qu'on appelle Atum et les hiéroglyphes que vous êtes en train d'étudier. Qu'est-ce que c'est donc les hiéroglyphes? Parce que quand on dit hiéroglyphes, on imagine que c'est des lettres. Vous verrez que non, les hiéroglyphes sont des dieux. Je le dis même, vraiment. En tout cas, je vais vous expliquer ça. Enfin, j'espère que j'aurai les mots justes pour vous expliquer ça comme il faut. Clé, qui vivait alors avec ses enfants dans une forêt au ciel, décida un jour de réunir tous ses petits-enfants dans une clairière. Là, ayant compté tous ses petits-enfants, il leur donna l'ordre de tuer leurs parents respectifs. Tous exécutèrent l'ordre de Clé, à l'exception du Kalao, qui, agissant par ruse, conserva ses parents dans le creux d'un arbre. Mais Clé, en se promenant dans la forêt, eut très tôt le sentiment que le Kalao n'avait pas tué ses parents. Ayant à nouveau rassemblé ses petits-enfants dans la clairière, il les compta un à un et leur imposa à tous une petite épreuve. « Faites-moi pour demain, leur dit-il, une corde en sable blanc. » Le lendemain, le Kalao, à qui son père avait transmis dans le creux de l'arbre le secret des signes de la création, de Clé, dit à Clé, « Trace-nous donc le signe de cette corde en sable blanc. » À ces mots, Clé comprit que le Kalao n'avait pas tué ses parents. Alors, dans sa colère, il brisa l'arbre où étaient cachés les parents du Kalao et l'arbre alla se fracasser sur la terre de façon tellement violente que tous les fragments contenant les signes de Clé s'éparpillèrent. Sur terre, le Kalao se mit à recollecter avec son bec tous les fragments de l'arbre qui contenaient les signes de Clé. Il les avala un à un et les recracha plus tard à l'intention des petits hommes. Voilà ce que dit le mythe. C'est un mythe initiatique très riche. Je ne m'attarderai pas sur certains détails qui ne sont pas essentiels pour comprendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je rappellerai simplement que le nom Clé désigne le soleil dans les langues soudanaises. On dit Tere ou Clé. Clé, en Bambara, c'est le soleil, par exemple. Clé, c'est le soleil. Et c'est Horus. Sachez-le, Clé, c'est Horus. C'est son nom. C'est comme ça que c'est celui qu'on appelle Horus. C'est-à-dire Ra. Parce que Horus et Ra, c'est le même. C'est-à-dire donc Atum. Parce que Atum et Ra, c'est le même. Bien sûr. OK? Donc, la première chose, c'est qu'en égyptien pharaonique, il y a une manière de dire, parler, avec des dérivés, s'adresser, parole, discours, parole divine, écrit sacré. C'est translittéré Medou. C'est un mot que vous connaissez, puisque généralement, quand on parle du corpus qui nous occupe, on dit les Medou Netcher. Les Medou Netcher, c'est-à-dire la parole divine. Bon, Medou, là, ça s'écrit comme ça. Il y a 3 manières d'écrire Medou. Sauf que la troisième ici est accompagnée du signe pour la divinité. Voilà pourquoi on lira Medou Netcher en égyptologie. Parce que Medou Netcher, dans la vraie vie, ma foi, ça n'existe pas. Peut-être en Wolof, il y a des nuances. Je dois quand même le dire parce que le Wolof a une formule qu'il utilise, mais je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Peut-être sans doute une autre fois. Une formule Wolof qui permet quand même de rejoindre l'idée Medou Netcher, en quelque sorte. Mais bon, pour l'instant, je vais me focaliser sur l'essentiel. Vous avez donc un thème qui est relativement simple. Les signes, vous voyez, ne sont pas très compliqués. Voilà, le signe directeur, c'est le signe qui est classé S43, qui représente une sorte d'objet. On verra de quoi il s'agit. OK, mais en tous les cas, pour l'instant, pour dire donc parole, parler, s'adresser, discours, parole divine et tout ce que vous voulez, c'est translittéré Medou. OK? Bon, première chose. La seconde chose, c'est que pour comprendre comment se dit la chose, vous devez toujours avoir appliqué une technique dans le cadre de la lecture analytique, c'est-à-dire la méthode Kuma. Ça va vous faciliter la vie. Parce que c'est comme une équation mathématique. Vous partez toujours du connu vers l'inconnu. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous essayons de comprendre comment nos ancêtres traduisaient l'idée de parole, parce que derrière l'idée de parole se cache le thème des signes, qui est le thème du jour. Nous voulons comprendre ce que sont que ces signes. Qu'est-ce que c'est que ces signes qu'on appelle les hiéroglyphes aujourd'hui? C'est quoi? En égyptien pharaonique, nous avons une chance, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des homographes. Qu'est-ce que c'est que les homographes? Les homographes sont des graphies qui utilisent les mêmes signes. Or, nous savons que les mêmes signes produisent les mêmes sons. Ça veut dire que si j'ai un homographe et que j'ai sa solution dans une langue africaine, cela me donne des éléments de compréhension, tout au moins de vocalisation du thème qui m'intéresse, qui pour l'instant peut paraître flou.
puisque c'est l'inconnu. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle des homographes. À gauche, vous avez le groupe qui est lu Medou pour parole, parler. Et à droite, vous avez le groupe qui est lu Medou pour bâton, canne, baguette. Bon. Et ici, on a une chance. C'est que le thème bâton, canne, baguette a comme déterminatif le signe que le scribe utilise pour rendre compte de l'idée de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis dans les langues africaines bâton, canne ou baguette, je suis en train de prononcer le mot utile pour dire parole dans la langue du pharaon égyptien, dans la langue égyptienne. D'accord? C'est ça l'idée. C'est-à-dire les homographes permettent de faire de ces rapports qui assurent le pas que nous sommes en train de faire. Parce que cette manière de procéder lève tout équivoque et lève toute discussion possible. Parce que ici, nous avons le déterminatif qui est censé donc être un bâton, une canne ou une baguette, puisque vous savez que le déterminatif, c'est un classificateur. Donc, il ne se lie pas au sens littéral, mais il apporte l'information selon laquelle l'objet que le scribe est en train de désigner, eh bien, c'est un bâton, une canne ou une baguette. Voilà. Mais la manière de lire, la vocalisation est assurée par le signe qui représente le hibou et le signe qui représente la main, translittéré Medou. OK? Et dans le groupe de gauche, vous avez aussi la même vocalisation, la même translittération qui est Medou. Le bâton est passé au centre, mais ça ne change pas le sens parce qu'en réalité, le bâton dans ce contexte-ci aussi n'est même pas vocalisé. Puisque si vous observez la translittération, vous voyez que ce bâton, c'est ce qu'on appelle un bilitaire. C'est-à-dire qu'à lui seul, il assume déjà les valeurs MD. À lui seul. Donc, le scribe le met là simplement pour, comment dire, signifier qu'il parle du thème de la parole dans la langue des anciens Égyptiens. Mais en réalité, nous n'avions même pas besoin de la présence de ce signe dans le groupe qui est à gauche, parce qu'en réalité, le hibou et la main, c'est aussi MD. Donc, il duplique en fait le thème pour simplement permettre au lecteur de bien comprendre ce qu'il est en train de vouloir dire. Naturellement, le W, c'est une désinence ici pour le masculin ou pour les formes, pour le pluriel. Mais dans le cas présent, bien sûr, c'est le masculin. En tout cas, ici, il s'agit du thème de la parole, du verbe parler, mais conçu comme un principe masculin. Parce que parfois, le poussin de caille sert de déterminaison pour le masculin, quand la galette de pain sert de terminaison pour le féminin. Mais le poussin de caille est aussi utilisé dans le cadre du pluriel, évidemment. Donc, on peut considérer que la parole est conçue comme un élément pluriel aussi. En tous les cas, c'est une nuance analytique qui n'empêche pas la compréhension de toute façon. Donc, je n'irai pas dans ce détail car ça peut alourdir ce que j'ai envie de dire. Donc, si c'est clair ce que je dis, donc vous avez ici donc deux homographes. Le connu, c'est le bâton, la canne, la baguette, puisque nous savons comment se nomme le bâton, la canne, la baguette dans les langues africaines. Ce n'est pas un mystère. Chaque peuple africain a un mot pour dire le bâton. Donc, c'est facile à résoudre. Le problème maintenant, c'est le concept parole qui est aussi singularisé et nous devons pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour comprendre, vous allez donc solutionner avec le vocabulaire. Et la chose est extraordinaire. C'est que vous vous rendez compte que pour dire canne, arbre, bâton, ou tout ce que vous voulez, baguette, la structure phonétique medou que vous avez là, en fait, correspond précisément, notamment au copte. Je vais commencer par le copte, ensuite je vais vous montrer pourquoi, en quoi c'est pertinent par rapport aux langues africaines. Le copte lit la graphie là, hein, parole, parler, le copte lit cette graphie moutée, pour dire appeler, nommer, conjurer, parler, chanter, incantation. Parfois on dit mouti. C'est la variante, parce que le copte a plusieurs dialectes. On dit mouti ou mouté. Donc, quand vous dites medou, soi-disant Nietzsche, vous êtes en train de faire une faute. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'attachent à cette manière de voir, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous parlez de medou Nietzsche, c'est bien en égyptologie, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas dans la vraie vie. Or, l'exercice auquel je souhaite vous accoutumer, c'est d'aimer la réalité. Nous devons quitter des rêves, nous devons rentrer dans la réalité parce que la réalité est à notre avantage, dans le sens où si nous concevons les démarches qui sont les nôtres comme comment dire, un préalable pour la renaissance africaine que nous appelons de nos voeux, nous ne pouvons pas être dans le rêve. Nous devons toucher la réalité, nous devons dire les mots comme il faut et nous devons affirmer les choses telles qu'elles sont et non telles que nous le souhaitons. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je souhaite qu'on s'émancipe un peu voilà, du convenu. Parce qu'on n'était pas là au moment où il disait mais d'où les chairs. Il n'y avait pas à ce moment-là un kémite quelque part
pour dire non, mais c'est pas tout à fait Medu Nature, c'est plutôt Mouté. Hein, Mouté quelque chose, je ne sais quoi, on verra. Mais enfin, il n'y avait personne. Donc, on a dit Medu Nature. Maintenant, comme on le prend en cours, bon, les gens aiment bien répéter cela, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Ok, il faut vraiment être rigoureux par rapport à ça. On peut l'admettre par convention, mais quand on a le vrai mot, il faut aimer les vraies choses. Voilà. Donc, le mot copte existe. Donc, on ne dit pas Medu, ça n'existe pas. On dit Mouté. C'est ça. Et c'est le nom de l'arbre. Mouti, notamment en Douma, comme en Kikongo, les langues bantoues, c'est les mêmes formes. En fait, la racine, c'est ti. D'accord? En Evé, on dit ati, tige, arbre. En Baka, te. Et vous voyez, si vous êtes attentif, vous verrez que c'est le nom d'Atoum. En fait, c'est le nom du crachat. Voilà pourquoi les signes émanent d'Atoum. Quand on dit qu'il a craché Chou et Tefnout, sachez que Chou et Tefnout, ce sont des hiéroglyphes. Ce sont des signes, parce que les signes sont des dieux, en fait. Hein? Vous devez vraiment comprendre le rapport que les peuples éthiopiens entretiennent avec les signes. Les signes, ce n'est pas l'alphabet désincarné qu'on utilise aujourd'hui. Ça, c'est... Non. OK? Il y a énormément, j'ai envie de dire énormément avec des majuscules, d'énergie dans les signes. Les signes, c'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez réduire l'univers à un seul signe. Vous pouvez réduire l'univers qui paraît immense en un seul signe. Si vous savez interpréter les signes, et l'univers sera dans ce signe-là. Hein? C'est comme si, enfin, j'espère que vous comprenez l'idée. Donc, en Bodomo, hein, en Centrafrique, on dit ti, c'est les arbres, c'est l'arbre, Bouchongonte, c'est l'arbre, etc., etc. Mais en fait, en Kiembu, on dit mouti, c'est le pilon. Parce qu'en réalité, ce que le scribe a dessiné ici, ce n'est pas une baguette, ce n'est pas une canne, ce n'est pas je ne sais quoi d'autre, hein. Il y avait plusieurs propositions avant. Non, ce n'est pas ça, c'est le pilon qu'il a dessiné en fait. Sauf que le pilon porte le nom de la canne, parce que le pilon c'est une canne, quant au fond. Okay? Le pilon c'est une baguette, quant au fond. Mais il n'a pas dessiné une baguette, parce qu'un grand-père aurait du mal à marcher. Ce n'est pas une canne. Parce qu'un grand-père en Afrique aurait du mal à marcher avec cet objet-ci. Parce que ça n'existe pas. Il a bien pris le soin de permettre à celui qui regarde de distinguer le pilon, qui se dit mouti. Mais ce sont des homophones. Donc, l'arbre s'appelle comme le pilon. Voilà pourquoi on croit que c'est la canne. Bref, on sait que c'est un objet en bois. Mais vous devez identifier le bon objet. Parce que le pilon, ce n'est pas un hasard. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce que le scribe a dessiné ici, je le répète, c'est un pilon pour exprimer l'idée de parole. L'idée de parler. Il utilise le pilon. Il dessine le pilon. Qui se dit mouti dans les langues bantoues, notamment en Tanzanie. Hein. En Kiembu, c'est une langue de Tanzanie et du Kenya également. On dit mouti, c'est le pilon. Quand d'autres langues vont donc dire mouti, l'arbre, sachant que la racine, bien sûr, c'est ti, hein, parce que vous devez savoir que le mou, c'est ce qu'on appelle un préfixe de classe. Mais le copte l'utilise de manière, comment dire, dégagée. Enfin, le copte, bien sûr, c'est une langue qui est conçue comme, disons, un créole, je mettrais des guillemets, c'est-à-dire c'est une langue qui apparaît à un moment donné. On comprend que c'est une construction sur le modèle des langues que nos ancêtres ont développées dans les Caraïbes et partout où ils étaient, partout où ils ont été déportés. Okay? C'est un peu le principe du copte. Hein. Le copte apparaît de cette façon aussi. Voilà. Donc le copte n'a pas le principe, n'a pas l'idée de préfixe de classe, ce genre de choses. Non. Mais en réalité, quand je dis mouti en copte pour dire appeler, je suis déjà dans le transfert parce que appeler c'est un concept. Mais je sais que dans les langues africaines, je vais dessiner le pilon qui se dit mouti. Parce que le pilon, c'est un objet concret que chacun peut nommer. Donc, en dessinant l'objet concret, j'atteins le concept parce qu'on ne peut pas représenter appeler. C'est un concept. Mais par contre, on peut représenter le pilon. Donc, je passe par l'objet qui s'appelle comme le concept que je veux atteindre. C'est ça le principe des hiéroglyphes basé sur l'homophonie, en fait. Si c'est clair, on avance. Donc, voici donc ce qu'on appelle un pilon. Je vous présente quand même la chose. Ici, c'est ce qu'on appelle une aire de battage. Ce sont des choses très importantes en relation d'ailleurs avec le héros culturel parce que qu'est-ce qu'on bat? C'est le grain. Le grain, c'est Atoum, c'est le héros culturel. Hein, c'est le principe de la passion. On utilise le pilon pour battre le grain. Parce que le grain, c'est Osiris. C'est ce qu'on appelle la passion. Voilà pourquoi d'autres représentent la chose hein, un peu comme au cinéma. On voit le personnage qui est battu. Sachez que c'est le grain qui est traité de cette façon. C'est un grain qui est en train d'être traité. Il va être exposé au soleil, il va être battu. Voilà. Hein, mais on traduit cela, on humanise la destinée du grain. Parce que le grain, c'est Kessé, hein, c'est le sauveur, c'est le grain qui apporte la civilisation sur Terre, parce que la civilisation est basée sur l'agriculture, évidemment, on comprend le lien. Donc, ce n'est pas un hasard si le scribe dessine le pilon, parce qu'il sait que le pilon, c'est l'objet qui permet de casser le grain. Parce qu'il veut casser le grain, pourquoi? Parce qu'il sait que les miettes
liées justement à l'action de casser le grain, c'est ce qu'on appelle les signes. Parce qu'il faut qu'il explose pour pouvoir justement s'étendre aux quatre coins de l'univers. Okay? Donc, on frappe le grain sur le principe du Big Bang. Et les Égyptiens utilisaient d'ailleurs l'air de battage pour exprimer la première occasion, c'est-à-dire la naissance de l'univers. C'est l'air de battage qu'ils utilisent pour les motifs que je suis en train de rappeler ici. Donc, le pilon est fondamental dans ce contexte. Voilà pourquoi il apparaît de cette façon. Et vous ne pouvez pas le comprendre si vous n'avez pas l'arrière-fond des traditions des cultures. Ça montre encore une fois qu'il s'agit d'une civilisation typiquement, exclusivement, mais fondamentalement africaine. Ça, c'est clair, parce que ces rapports-là sont clairs. Quand on parle de civilisation dans les sociétés, notamment soudanaises, hein, chez les Mandingues, c'est clair. Les Dogons, évidemment, c'est clair. OK. Donc, voici le thème de la première occasion de la création en égyptien pharaonique, le déterminatif, tout au moins le signe qu'ils utilisent, hein, les Égyptiens, pour traduire cette idée, c'est l'air de battage. Ils dessinent un cercle à l'intérieur duquel ils mettent des débris. Okay? C'est le grain qu'on a battu. Okay? Ogotemili dit ceci dans le Djedo, qui est un ouvrage que je vous conseille, c'est un exposé en fait de la cosmogonie des Dogons. Donc Ogotemili était un initié qui s'exprime dans ce texte et enregistré par Marcel Griol. Frapper les graines, dit Ogotemili, c'est frapper brutalement les forces, c'est-à-dire la parole. Écoutez bien ce que dit Ogotemili, parce que vous allez comprendre la relation entre le pilon et la parole. C'est clair chez les Dogons, d'accord? Ogotemili dit clairement, il dit frapper les graines, c'est frapper brutalement les forces, c'est-à-dire la parole qu'elles contiennent. Parce que la parole est dans le grain, c'est-à-dire dans le Dieu qu'on appelle Atum. Parce que Atum, c'est insécable, c'est l'atome, d'accord? Bon. Donc, il contient les signes. La bonne parole reçue lors de leur création sort et se mêle au chant. Ainsi, les chants forment un réseau sonore dans lequel vient se prendre la force bénéfique, la bonne parole extraite par la violence. Le frappement du fonio, parce qu'en l'occurrence, bien sûr, il s'agit du fonio, qui est une céréale indigène d'Afrique, qui est réputée très petite, effectivement, avec des tris, bref, il y a des symboles, il y a des symboles naturels sur le fonio qui intéressent les initiés. Enfin bref. Le frappement du fonio, c'est comme si un homme égorgeait une victime sur un autel. Parce que battre le grain, c'est faire un sacrifice. C'est exactement la même chose. Parce que le grain, c'est Kessé, c'est-à-dire le héros culturel, c'est-à-dire Osiris. Donc, battre Osiris, sous-entendu le grain, c'est faire un sacrifice, c'est exactement la même chose. Et c'est de là que naissent les signes, vous le verrez ensuite. Donc, en Bambara, pour que ce soit clair, pour dire le pilon, pour appeler l'objet que le scribe dessine, dans l'idée qu'il veut rendre compte de la notion de parole, on dit kolon kalang. En Bambara, kolon kalang, c'est le pilon. C'est un mot composé, parce qu'il faut le décomposer pour comprendre ce que les Bambara sont en train de dire quand ils appellent le pilon. C'est composé de ko, qui signifie chose, long, qui signifie connaître, kan, qui désigne la parole, et lang, qui signifie instrument. Voilà. Kolon kalang, qu'on traduit en français par pilon, en Bambara signifie littéralement instrument de la parole pour connaître les choses. C'est-à-dire pour nommer les choses. C'est ça le nom du pilon. D'accord? Instrument de la parole pour nommer les choses. OK? Donc, c'est le nom du pilon en Bambara. Et cela suffit pour comprendre, hein, conceptuellement, pourquoi le scribe peut se servir du pilon dans l'idée qu'il veut exprimer la notion de parole divine. OK? Le rapport est immédiat. J'espère que c'est clair, parce qu'enfin, je pense que c'est relativement clair. Donc, vous avez donc, ici, je fais un rappel, l'image de l'arbre qui apparaît. Et si vous avez été attentif par rapport au mythe, vous allez voir que dans le mythe, Clé va briser l'arbre. Il va briser un arbre. Et ça paraît comme ça anodin, comme ça, on ne comprend pas tout à fait pourquoi Clé se sent obligé de briser cet arbre dans lequel sont cachés les parents du Kalao. Le Kalao, c'est Tot, hein, je n'en parle pas ici, mais le Kalao, c'est un animal qui se rapporte à l'ibis. Hein. Conceptuellement, c'est la même chose, ils ont la même expression symbolique. Quand on dit le Kalao, sachez que c'est Tot. Sauf que chez les Senufo, le Kanao, d'ailleurs, est comparé à l'ibis même chez les Senufo. Et le Kalao est très présent dans la culture des Senufo. C'est un oiseau sacré chez les Senufo. Et c'est peu de le dire, d'accord? C'est vraiment le totem principal des Senufo, c'est le Kalao. Qui est Tot, en fait? OK? Donc, on va dire Mouti, c'est l'arbre, Ti, etc., Mouti, le pilon, etc. Mais enfin, cet arbre du mythe apparaît
dans ce mythe pour le motif qu'en fait, il revendique le vocabulaire utile pour nous orienter vers ce fameux pilon qui sert de thème des hiéroglyphes en égyptien pharaonique. OK? C'est ça l'idée. Voilà le rapport qui doit être fait pour comprendre en fait cet aspect du mythe. OK? Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit que Ti signifiait salive, on l'a vu tout à l'heure, notamment en Kimbi, qui est une langue du Congo. On va dire Ti, ailleurs on va dire Te pour dire la salive, etc. On sait que c'est une particule utile pour aussi rejoindre Atum, mais vous verrez que c'est le nom du signe. En Bambara, par exemple, on dit Ti, pluriel Tiou, pour dire trait, signe, ligne, tatouage. En Bambara, on dit Ti pour dire message, annoncé, envoyé. Le copte dit Toi pour dire signe, tâche, modèle. Chez le Dogon, c'est le même mot. Toi pour dire le signe, le dessin. OK, qui est une mutation de Ti, bien sûr. Okay? Parce qu'en Bassa, par exemple, on dit Toi, c'est goutte à goutte. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? C'est toujours lié à l'eau, à l'élément aquatique. Chez les Dogon, on dit Titi pour dire le message. En Banda, on dit Titi pour dire la figure. En Bassa, Ti, écrire. Titi, image, effigie, silhouette. Mati, l'écriture. En Douala, on dit Toti pour dire le point, la marque, la tâche. En Mandinka, on dit Doti pour dire le point. C'est ça qui est Tot. Sachez que Tot, quand on dit Tot, on l'appelle cette divinité Tot. Tot, c'est quoi? Tot, c'est l'expression géométrique de l'unité. Parce que le point, c'est l'expression géométrique de l'unité. Voilà pourquoi Tot est démiurge dans la cosmogonie hermopolitaine. Il occupe la place d'Atum, qui est le démiurge de la cosmogonie héliopolitaine. Mais à Hermopolis, qui était un collège de prêtres consacré à cette divinité que d'autres appellent Tot, le mot Tot, en Douala, c'est Toti. C'est son nom. Parce que chez les Bambara, même pour appeler cette divinité, ils disent Toti. OK? Dans le dictionnaire Bambara, c'est clair. C'est marqué Toti, divinité égyptienne. C'est clair. C'est son nom. Son nom signifie le point. Ah, excusez-moi, je reçois un appel. OK. Alors, désolé, j'ai été interrompu, donc on va pouvoir poursuivre. Donc, je disais qu'en réalité, donc, le terme qui rend compte, en fait, le mot consacré donc par le lexique, tout au moins consacré par l'image du pilon, qui est le signe égyptien retenu, enfin, le signe que le scribe retient pour l'expression de la parole et qui est donc consacré par le copte. Mouti se rapporte au nom de l'arbre du pilon, on l'a vu. Mais la racine, sachez-le, c'est Ti, qui apparaît au sein des langues africaines, précisément pour désigner le signe. Voilà pourquoi on parle donc des hiéroglyphes, etc., parce qu'on fait comme ça un rapport. Bon, en égyptologie, c'est très distant, parce qu'ils ne savent pas qu'effectivement, c'est un mot bambara, par exemple. Ti, c'est le signe en bambara. Et ces signes existent encore aujourd'hui. Okay? Donc, c'est ça le thème des hiéroglyphes, en fait. Mais vous voyez que, bon, par exemple, en amharique, on va dire Titi, c'est le son. En Yemba, à l'ouest du Cameroun, on dit Ti, Ti ou Leti pour dire écrire. Atite, Atiti pour dire le dessin, le gribouillage. Les tite, tite ou tite pour dire dessiner, gribouiller, etc. Donc, c'est toujours la même racine qui est sollicitée dans ce contexte pour rendre compte de cette idée. Ce qui permet encore une fois de rappeler en fait que cette unité culturelle envisagée par Cheikh Anta Diop est une réalité. C'est-à-dire que les peuples africains sont ignorants du fait simplement qu'ils utilisent en fait les mêmes termes pour traduire la même réalité et que le travail qui est le nôtre précisément consiste à exposer en fait ces faits pour qu'ils en soient convaincus, parce que c'est la condition même de la Renaissance, en fait. Avoir conscience précisément de cette unité, en fait. Voilà, donc voilà pour le lexique, voilà pour le vocabulaire, parce que quand je dis mouti en copte, bon, du point de vue des coptes, ce n'est pas un mot composé, mais sachez que dans les langues africaines, c'est un mot qui se rapporte au pilon ou à l'arbre, sachant que le pilon est le signe enregistré par le scribe égyptien pour atteindre le copte mouti. Donc ça montre qu'en fait, la racine évidemment c'est ti, parce que quand je dis mouti, le mot c'est ti. Mou, c'est ce qu'on appelle un préfixe de classe. Voilà. Donc, j'espère que le propos est clair. Donc, bien sûr, donc, on atteint donc ce foisonnement de signes qui sont en fait ce qu'on appelle des hiéroglyphes aujourd'hui. Mais sachez que ces signes sont dans l'expression du bambara tiou, par exemple, tiou qui signifie les signes. Ça, c'est le vrai nom du corpus qu'on appelle les hiéroglyphes. Vous devez le savoir, ça n'a pas disparu. Hiéroglyphe, c'est un mot grec qui signifie caractère gravé. D'accord? Mais ce sont les Grecs qui ont porté ce mot-là pour nommer cette écriture. Mais les langues africaines sont dans la tradition. Les langues africaines sont dans la tradition copte.
c'est-à-dire la tradition égyptienne, parce que le copte dit mouti ou mouté, qui est le nom de l'arbre, je l'ai rappelé, et donc le nom du pilon. Et le pilon a un nom même au sein des langues africaines qui rend compte de cette idée, puisque c'est un instrument pour connaître connaître et pouvoir nommer ce qui existe, nommer les choses, etc. Donc c'est un peu ça le rapport qu'il faut savoir élever pour comprendre et revendiquer en fait cette manière de comprendre le corpus envisagé, en tout au moins développé par nos ancêtres. Voilà. Donc, en bambara, on va donc dire ti pour dire éclat. Voilà pourquoi quand on dit thé, salive ou ti, éclat, on parle de la même chose parce que les gouttes de salive peuvent être perçues et reçues comme des éclats. Les signes sont de ce registre-là parce que c'est l'explosion des origines qui a produit cette diversité qui va donc prendre la forme des hiéroglyphes qu'on appelle en fait, ce sont des signes, d'accord? En bambara, on dit ti, pluriel ti ou pour dire signe. Le pluriel, bon, parfois en bambara, on dit manti ou mantiu pour dire signe divin. C'est ça que les égyptologues lisent medou. Quand ils lisent medou, voici la structure phonétique en bambara. Manti, littéralement, signifie signe divin parce que man, en bambara, c'est signe, c'est divin, c'est Dieu, enfin, ou Seigneur, parce qu'on aurait pu dire des signes du Seigneur, mais on traduit en français par signe divin parce qu'on comprend qu'en réalité, derrière cette figure, en fait, se cache cette divinité que les Bambara appellent Mangala. Mangala, ou Mongala. En fait, c'est cette divinité que d'autres appellent Amon en égyptologie. C'est encore autre chose. Ça, on aura l'occasion vraiment d'y revenir parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, quand je dis Atum, on imagine que il est différent d'Amon parce qu'on imagine les dieux. Bon, c'est un discours un peu commun, mais qui ne repose sur rien. Concrètement, c'est la même entité, c'est toujours la même chose. Parce que quand je dis Mangala, littéralement en bambara, ça signifie le seigneur de l'indigo. L'indigo qui est la couleur du dieu Amon. C'était la couleur du ciel. D'accord? Donc, le seigneur du ciel, si on veut, si je simplifie. Quand je dis manti, c'est les signes du ciel, les signes divins, si vous voulez. On peut traduire ça de cette façon aussi. Le poulard va dire mandé pour dire les signes. C'est le même mot, mais en poulard, on dit mandé pour dire les signes. Et les Grecs vont donc utiliser ce mot mantéa pour dire prédiction, oracle, mantis pour dire dévin, prophète. Pourquoi? Parce que les signes servent d'abord à la divination. C'est le cas encore aujourd'hui au Soudan occidental. On se sert des signes pour la divination, d'accord? Voilà pourquoi les Grecs vont retenir ce terme et l'orienter vers le thème de la divination, c'est-à-dire le fait de prophétiser, parce qu'il y a tout dans les signes. Les Dogons le font, les Bambara, les Malinké le font, partout au Soudan, même aujourd'hui, les Africains islamisés utilisent les caractères arabes pour prophétiser, parce qu'on comprend bien dans la tradition que les signes ont ceci de singulier, qu'ils savent, à travers les signes, on peut envisager et comprendre ce qui va arriver en quelque sorte, parce que voilà.